La nuit du 20 août 1989 s'annonçait comme une soirée ordinaire à Beverly Hills. Pourtant, derrière les murs d'un manoir de 23 pièces situé sur Elm Drive, un drame insoutenable était sur le point de se produire. Cette demeure, estimée à 4 millions de dollars, avait autrefois hébergé des célébrités telles que Prince ou encore Elton John. Ce soir-là, elle appartenait à un couple qui n'aurait jamais pu imaginer l'horreur qui allait s'y dérouler. José et Kitty Menendez, deux entrepreneurs accomplis, s'étaient installés dans le salon pour se détendre. Un film de James Bond tournait dans le magnétoscope pendant que le couple somnolait doucement sur le canapé. La gouvernante, quant à elle, ne travaillait pas ce soir-là. Habituellement animée par les affaires et la vie mondaine, la maison baignait cette fois dans un silence inhabituel. Dehors, la rue semblait paisible, une tranquillité bien trompeuse. Aux alentours de 22h, une adolescente du quartier qui attendait son petit ami sur le trottoir avait remarqué un véhicule s'approcher avec 2 hommes à bord. La voiture s'était arrêtée juste devant le manoir. Les 2 hommes en étaient sortis. L'un s'était dirigé vers le coffre pendant que l'autre avançait calmement vers l'entrée de la maison. La jeune fille les avait observés quelques instants sans rien remarquer d'anormal. Ne les reconnaissant pas, elle avait simplement détourné les yeux. Et à cet instant précis, sans le savoir, elle venait d'assister au début d'un massacre. Le manoir des Menendez était normalement protégé par un système de sécurité sophistiqué et de hauts portails en fer. Mais ce soir-là, les portails étaient grands ouverts et l'alarme avait été désactivée. Permettez-moi de me présenter. Je suis Mac Krebstar et bienvenue dans un autre épisode déroutant d'Ossements perdus. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les événements qui ont transformé la maison des Menendez en l'un des lieux de crime les plus violents de l'histoire américaine et qui fait de ce nom de famille un symbole d'horreur qui continue de hanter les États-Unis. Vers 23h47, le service de police de Beverly Hills avait reçu un appel d'urgence. Au bout du fil, un homme informait que ses parents venaient d'être abattus et tués. Une patrouille avait immédiatement été envoyée au 722 Elm Drive. Sur place, les agents Michael Butkus et John Zarnocki avaient découvert une propriété imposante. Ils s'étaient avancés prudemment autour de la maison, tentant de comprendre la situation, quand des cris avaient retenti depuis la porte d'entrée. Quelques secondes plus tard, 2 jeunes hommes avaient surgi en courant de la maison. Ils avaient traversé le jardin, dépassé les policiers et s'étaient effondrés à genoux sur la pelouse. Les agents avaient essayé de leur parler. Le plus jeune s'était levé brusquement et avait couru jusqu'à un arbre. L'aîné avait tenté de le retenir, mais tous deux semblaient en état de choc. Michael et John étaient alors entrés dans la maison. Dans le salon, ils avaient découvert les corps sans vie d'un homme et d'une femme d'âge moyen. Il s'agissait de José et Kitty Menendez. Une fois les lieux sécurisés, l'enquête avait été confiée à Les Zoiler, un inspecteur reconnu au sein du département depuis 38 ans. En inspectant les lieux, Les avait constaté qu'aucun objet n'avait été volé et qu'il n'y avait aucune trace d'effraction, ce qui était une chose rare pour une demeure de ce standing. L'absence d'effraction indiquait que les assassins n'avaient rencontré aucune résistance pour entrer. Dans le salon, Les avait remarqué des meubles et des objets déplacés. Pourtant, aucun signe de lutte n'était visible. Les corps montraient clairement les marques d'une exécution, sans la moindre tentative de défense. Selon Les, le désordre avait probablement été provoqué intentionnellement. La conclusion s'était imposée d'elle-même. José et Kitty connaissaient leur agresseur. Les 2 jeunes hommes aperçus en train de fuir la maison furent identifiés comme leurs fils, Lyle et Eric Menendez, âgés respectivement de 21 et 19 ans. Tous 2 furent emmenés au commissariat pour être entendus par le sergent Thomas Edmonds. Eric était très ébranlé. Il sanglotait et répondait difficilement aux questions. Lyle, lui, paraissait calme. Il avait raconté en détail ce qu'il avait fait le jour du crime. Le matin, il avait joué au tennis avec Eric sur le court à l'arrière de la maison. Ensuite, ils avaient regardé un match à la télévision. Après le déjeuner, ils étaient allés au centre commercial et y avaient passé l'après-midi jusqu'à environ 17h. Plus tard, ils avaient tenté de voir Permis de tuer au cinéma, mais avaient renoncé à cause de la file d'attente. Et ils avaient alors opté pour Batman. À la sortie de la séance, ils s'étaient dirigés vers le festival culinaire Taste of LA qui se déroulait à Santa Monica. Ne sachant pas comment s'y rendre, ils avaient appelé un ami, Perry Berman, qui lui était déjà sur place. Les 2 frères avaient prévu de le retrouver au restaurant Cheesecake Factory à Beverly Hills. Eric s'était rendu compte qu'il avait oublié sa fausse carte d'identité. Ils avaient donc décidé de repasser à la maison. En revenant chez eux, Lyle et Eric avaient remarqué une fumée étrange dans le salon. D'après Lyle, il avait immédiatement pensé à leur mère
qui montrait depuis quelque temps des signes d'instabilité émotionnelle. Le sergent Thomas avait écouté le récit avec attention, et Eric avait ensuite confirmé les propos de son frère. L'une des dernières questions avait porté sur d'éventuelles personnes susceptibles d'en vouloir à leurs parents au point de les tuer. Là, il avait alors évoqué une possible implication de la mafia locale. Malgré certaines incohérences dans leurs témoignages, Thomas ne considérait pas les frères comme des suspects prioritaires. Aucun test de résidus de poudre n'avait été réalisé pour déterminer si l'un d'eux avait utilisé une arme récemment. À cette époque, ce type d'analyse était courant aux États-Unis, mais la police de Beverly Hills ne le pratiquait pas systématiquement. Il fallait une demande spécifique du responsable de l'enquête, ce qui ici n'avait pas été le cas. Dans les jours suivants, les experts poursuivirent l'analyse de la scène de crime. Pendant ce temps, au service médico-légal du comté de Los Angeles, le docteur Irwin Golden avait procédé aux autopsies. Chez José Menendez, il releva un tir à l'arrière de la tête, effectué à bout portant avec un fusil de chasse. La blessure était si béante qu'un point entier aurait pu s'y loger. Le cerveau, lui, avait été pulvérisé. Malgré l'apparence d'exécution, José présentait aussi de graves fractures au visage et à la mâchoire. D'autres impacts de fusil avaient été révélés, sur le bras droit sous l'épaule, sur l'avant-bras droit, le genou gauche et le coude gauche. Cette dernière blessure attira l'attention du médecin légiste, qui estima que le premier tir avait pu survenir pendant que José marchait vers le tireur. Même si la chronologie exacte des tirs restait floue, le docteur Irwin conclut que le coup fatal à la tête avait été le dernier, alors que la victime bougeait encore sous l'effet des tirs précédents. L'autopsie de Kitty Menendez révéla des blessures encore plus sévères. Elle avait été touchée à la joue gauche, ce qui avait fracturé sa mâchoire, arraché ses dents et endommagé sa langue. Elle avait aussi une large plaie ouverte au visage. Son pouce droit était presque sectionné, signe probable d'une tentative de se défendre en tendant la main. D'autres impacts furent relevés, sur l'avant-bras droit, la poitrine gauche et la jambe gauche qui portait 3 blessures distinctes. L'un de ces tirs avait détruit le crâne et le cerveau de Kitty. Le médecin identifia des résidus de plomb de chasse dans les blessures de Kitty qui n'étaient pas présents chez José. Cela suggérait que les armes avaient été rechargées avec des munitions différentes, peut-être sans que les tireurs ne s'en rendent compte. Une blessure étrange au genou gauche semblait avoir été causée de face vers l'arrière. Cet angle inhabituel laissait penser à une volonté de mise en scène, évoquant une exécution mafieuse simulée. Face à ces éléments, une question cruciale émergeait. José et Kitty avaient-ils des liens réels avec le crime organisé? Pour y répondre, les enquêteurs s'étaient plongés dans le passé du couple. José Menendez était né à Cuba, au sein d'une famille de la haute classe moyenne. Son père, célèbre joueur de football, possédait un cabinet de comptabilité. Sa mère, brillante nageuse, avait été honorée au panthéon du sport cubain. Benjamin de la fratrie, José avait été choyé par ses parents, évoluant dans un environnement privilégié. Malgré cela, il avait grandi dans un contexte social de plus en plus instable. Entre 1959 et 1960, la révolution cubaine renversa Fulgencio Batista pour placer Fidel Castro au pouvoir. Le pays connut alors de profonds bouleversements économiques. Les familles aisées perdirent leurs biens, confisqués par le régime. Les fermes furent collectivisées et les classes populaires durent faire face à une inflation galopante. À 16 ans, José avait été envoyé aux États-Unis avec un proche, pendant que ses parents préparaient leur fuite. Il s'agissait de le protéger de l'incertitude du nouveau régime. Arrivé en Pennsylvanie, il avait dû surmonter des difficultés financières et la barrière de la langue. Mais il s'était accroché aux études et avait multiplié les petits boulots. Son plus grand rêve était d'intégrer une université de l'Ivy League. Un objectif qui paraissait alors inaccessible. À force de persévérer, il fut admis à l'université du sud de l'Illinois. C'est là qu'il rencontra Kitty Anderson, employée au département de radiodiffusion de l'établissement. Kitty avait connu une enfance difficile, marquée par la violence domestique et les infidélités de son père envers sa mère. Ces expériences avaient rendu introvertie, souvent mélancolique, bien qu'elle fût considérée comme jolie par ses camarades. Elle trouvait refuge dans les études, faute de mieux pour exprimer ses émotions. En 1962, elle fit la connaissance de José. Rapidement, ils découvrirent qu'ils partageaient la même ambition, réussir dans la vie. D'après des amis proches, le couple ne passait pas inaperçu sur le campus dans les années 1960. L'origine cubaine de José contrastait fortement avec l'allure très américaine de Kitty, à une époque où les unions mixtes étaient encore mal vues. Malgré l'essor des mouvements pour les droits civiques ailleurs dans le pays, l'Illinois restait un État où la ségrégation est encore bien présente. Pourtant, José et Kitty décidèrent de rester ensemble,
envers et contre tout. Leurs familles respectives, en revanche, ne voyaient pas cette relation d'un bon œil. Les parents de Kitty remettaient en question les origines étrangères de leur futur gendre. Quant à la famille de José, déjà installée aux États-Unis, elle critiquait le divorce des parents de Kitty et trouvait que José était trop jeune pour se marier. Face à ces obstacles, le couple s'enfuit en 1963, juste après que Kitty eut terminé ses études en communication. Ils se marièrent dans une autre ville, puis s'installèrent à New York où résidaient des proches de José. Dans les années suivantes, tous deux se consacrèrent à leur formation et à leur avenir professionnel. Kitty rêvait d'une carrière dans la radiodiffusion, mais elle abandonna ce projet pour accompagner son mari dans le monde des affaires. En 1967, José obtint son diplôme de l'université de Queens et fut embauché chez Cooper Brand, une société internationale de comptabilité. Kitty, de son côté, devint instructrice dans une école primaire à New York. C'est ainsi que leur premier fils, Lyle Menendez, vit le jour. 2 ans plus tard, lors d'une réunion avec Lion Container, un client de Cooper Brand, José fit forte impression et se vit proposer un poste de directeur au sein de l'entreprise, une entreprise située à Hinsdale dans l'Illinois. Avec cette promotion, la famille déménagea et Kitty abandonna son emploi pour se consacrer entièrement à la maternité. En 1970, José occupait déjà le poste de président de Lion Container, mais son mandat fut de courte durée. Un désaccord avec le président du conseil d'administration aboutit à son licenciement. L'année suivante, il obtint un poste de cadre chez Hertz, ce qui entraîna un nouveau déménagement, cette fois vers le New Jersey, où naquit leur second fils, Eric. Toujours ambitieux, José devint directeur financier en 1973, puis à 35 ans, il fut nommé directeur général mondial de la société. Il acquit la réputation d'un patron exigeant et autoritaire. En 1980, il perdit de l'influence chez Hertz et fut muté à la division divertissement de RCA. Là-bas, il prit en main le secteur musical, alors en crise à cause des contrats avec des artistes en déclin. Il tenta de relancer l'activité en signant des groupes comme Eurythmics et Jefferson Starship. Mais ses méthodes, comme le surstockage de disques dans les magasins pour gonfler artificiellement les ventes, furent particulièrement critiquées. En 1986, l'entreprise enregistra une perte de 25 millions de dollars, due au retour massif de disques invendus. Malgré cela, José fut promu en 1985 au poste de vice-président exécutif et directeur des opérations mondiales de RCA Records. La société restait alors l'un des plus grands distributeurs de vidéos aux États-Unis. Professionnellement, José inspirait le respect, mais en tant que mari, il brillait par son absence et son infidélité. Il prenait ses décisions sans consulter Kitty, qui lui laissait une liberté totale. Cette autonomie lui avait permis d'entretenir plusieurs liaisons. Par le passé, il avait eu une relation avec une femme d'affaires sûre d'elle, Louise, une femme aux cheveux foncés vivant à Manhattan. Kitty ne soupçonna rien pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'elle découvre une autre liaison et décide de quitter le domicile familial. José réussit à la convaincre de revenir, probablement par souci de préserver la stabilité de leurs enfants, Eric et Lyle. Kitty savait ce que c'était de vivre dans un climat de trahison. En 1986, José lui révéla son histoire avec Louise, ainsi que d'autres aventures qu'il avait jusqu'alors cachées. Cette confession raviva chez Kitty des blessures profondes et provoquait une grave dépression. Elle parla même de suicide. Le couple sombrait. Kitty s'enfonçait dans la souffrance émotionnelle, tandis que José, absent et infidèle, voyait sa carrière chez RCA toucher à sa fin. Malgré les tensions personnelles, José acceptait une offre pour devenir président de la Live Entertainment, une société de production connue pour avoir financé la franchise Rambo. Ignorant la crise familiale, il décida de déménager avec sa femme et ses enfants sur la côte ouest, en Californie. Ils s'installèrent à Calabasas, une banlieue aisée au nord-est de la vallée de San Fernando, non loin de Beverly Hills. Pour José, ce nouveau poste représentait un nouveau départ. Kitty, toujours en dépression, n'accueillit pas cette nouvelle avec enthousiasme. Elle préférait une ancienne maison qu'ils avaient possédée, située hors de la Californie. Seul Eric suivit ses parents. Lyle resta à Princeton pour ses études, mais il se rendait fréquemment à Calabasas. Le nouveau contrat semblait prometteur, et en décembre 1991, José fut récompensé par la société avec une police d'assurance vie d'un montant de 15 millions de dollars. La famille Menendez bénéficiait également d'une deuxième police, évaluée à 5 millions. Malgré sa personnalité autoritaire et ses manquements personnels, José avait su accumuler une belle fortune au fil des années. Les enquêteurs découvrirent que dans l'ensemble, José ne semblait pas avoir d'ennemis déclarés,
aucune de ses maîtresses n'avait de raison évidente de lui en vouloir. Mais un détail financier attira l'attention. Après leur mort, les comptes familiaux furent immédiatement gérés par les nouveaux bénéficiaires de la fortune, Eric et Lyle Menendez. Le 25 août 1989, les frères Menendez organisèrent une cérémonie commémorative en l'honneur de leurs parents à Los Angeles. Lors de l'événement, ils retrouvèrent plusieurs figures influentes du monde des affaires fréquentées par José et Kitty. Ils arrivèrent avec près d'1 heure de retard. Eric semblait très nerveux, son visage était rouge et enflé. Lyle, au contraire, paraissait serein et déterminé à assumer le rôle de chef de famille. Jusque-là, les invités ne connaissaient Lyle qu'à travers les récits de José, qui vantait son admission à Princeton et son implication dans les affaires familiales. L'accueil fut naturel. Lyle fonda alors Menendez Investment Enterprises, une petite société sous sa direction. 3 jours plus tard, les frères organisèrent une nouvelle cérémonie à la chapelle de l'université de Princeton. Lyle prononça un discours émouvant de près d'1 demi-heure, évoquant souvenirs et apprentissages. Eric, lui, resta silencieux. Dans les jours qui suivirent, les proches observèrent des différences notables dans leur comportement. Lyle, l'aîné, semblait vouloir suivre les traces de son père dans le monde des affaires. Eric, lui, hésitait entre entamer des études supérieures ou se concentrer au tennis, sa passion. Pendant ce temps, la police de Beverly Hills intensifiait l'enquête. Les inspecteurs Les Zoiler et Tim Linehan prenaient la tête du dossier. Très vite, les enquêteurs commencèrent à accumuler des soupçons. De nombreux témoignages décrivaient José comme bien plus dur et autoritaire qu'on ne le croyait. Il était souvent vu comme un patron redouté, ce qui alimenta la théorie d'un crime lié à des représailles professionnelles. Mais l'inspecteur Les Zoiler fut particulièrement interpellé par les propos de Peter et Karen Wire, des amis proches de la famille Menendez. Lors d'un échange, Peter avoua qu'il n'avait aucune idée de ce qui avait bien pu se passer, mais qu'il soupçonnait les 2 frères. Quand Zoiler lui demanda pourquoi, il répondit que Lyle et Eric avaient toujours été trop parfaits, trop polis, et surtout, étrangement détachés. Quelque chose selon lui sonnait faux. Intrigué par cette remarque, Zoiler décida de recentrer son attention sur les 2 fils du couple. Rapidement, l'équipe découvrit un détail troublant. Les frères avaient commencé à dépenser de grosses sommes d'argent peu après la mort de leurs parents. Ils achetèrent une Porsche 911 Carrera gris anthracite, une Jeep Wrangler flambant neuve, ainsi que des vêtements et bijoux de luxe. En quelques jours à peine, ils avaient déjà dépensé plus de 15 000 $ rien qu'en montres Rolex et accessoires haut de gamme. Le patrimoine de José et Kitty Menendez fut estimé à 14 millions de $. Après impôts et règlement des dettes, chaque frère devait toucher environ 2 millions. Pourtant, les proches racontèrent que Lyle et Eric semblaient déçus par ce montant. Bien que très confortables, ils pensaient que leur père avait dissimulé une partie de sa fortune sur des comptes bancaires à l'étranger, notamment en Suisse. Les enquêteurs interrogèrent également plusieurs cadres de Live Entertainment. Ces derniers révélèrent que Lyle et Eric furent profondément choqués d'apprendre qu'ils ne recevraient rien de l'assurance vie de José, car celui-ci n'avait jamais passé l'examen médical nécessaire pour la valider. Malgré cela, la société accepta de prendre en charge certaines de leurs dépenses, car les frères affirmaient craindre pour leur sécurité. Ils disaient que les tueurs, probablement liés à la mafia, pourraient revenir pour les éliminer. Ils décidèrent alors de quitter le manoir pour s'installer dans des hôtels de luxe. On découvrit plus tard que Live Entertainment avait déboursé près de 8 800 $ pour couvrir leurs frais d'hébergement. L'entreprise payait aussi des gardes du corps ainsi qu'un service de limousine. Mais bientôt, les agents de sécurité commencèrent à remarquer des comportements étranges, notamment de la part de Lyle. Un jour, alors qu'il circulait avec les gardes, Lyle avait fait arrêter la voiture en pleine course pour descendre acheter des équipements audio dans un magasin de rue. Il dépensa 24 000 $ en quelques minutes. Peu de temps après, les gardes du corps furent remerciés. Interrogé sur cette décision, Lyle expliqua qu'un oncle vivant dans le New Jersey aurait négocié un accord de paix avec la mafia les mettant à l'abri. Mais cet homme n'avait aucun lien connu avec le crime organisé, ce qui renforça encore les doutes des enquêteurs. Peu après, les 2 frères quittèrent les hôtels pour louer chacun un appartement à Marina del Rey. Celui de Lyle coûtait 2 150 $ par mois et celui d'Eric 2 450. Ils essayèrent même d'acheter un penthouse estimé à 990 000 $, mais leur demande de financement fut refusée. Leur train de vie pourtant ne ralentit pas. En octobre 1989, Lyle utilisa encore la carte bancaire de son père pour dépenser plus de 90 000 $ en articles divers. Il multiplia aussi les déplacements en prétendant négocier des affaires. Il monta même une société appelée Menendez Investment Enterprises et nomma ses amis comme directeurs,
tous des étudiants sans expérience. Lyle loua un bureau dans un centre commercial à Princeton et acheta plusieurs véhicules. Mais il devint vite clair que l'entreprise n'existait que sur le papier. Personne ne travaillait réellement. Lyle ne faisait que jouer au businessman, utilisant l'héritage familial comme monnaie de jeu. Il tenta également de racheter la pizzeria Teresa Pizza à Princeton, mais le copropriétaire refusa l'offre. Déterminé, Lyle finit par acheter une sandwicherie locale spécialisée dans les ailes de poulet, Chuck Spring. L'ancien propriétaire raconta plus tard que la vente avait été une absurdité financière. Lyle avait payé 550 000 $ pour un commerce qui n'en valait que 200 000. Dans la famille, certains espéraient que ces aventures le responsabiliseraient. Lyle travailla quelques semaines sur place, modifia les horaires de livraison et changea le nom de l'établissement en Mr. Buffalo's. Mais ce changement fut très mal perçu par les habitants, car Chuck's était une ancienne locale bien ancrée. L'inquiétude augmenta quand Lyle annonça vouloir ouvrir de nouvelles succursales, dans des centres commerciaux et même dans le New Jersey. Il parlait déjà d'une seconde Mr. Buffalo's, alors que la première n'était même pas rentable. Les deux frères multiplient les voyages et les dépenses excessives. Ce train de vie finit par éveiller les soupçons des enquêteurs qui commencent à envisager sérieusement l'implication de Lyle et Eric dans le meurtre de leurs parents. Les doutes se renforcent lorsque Glenn Stevens, un ami de Lyle, révèle que ce dernier a engagé 2 experts en informatique pour effacer les fichiers de son ordinateur personnel. L'un des techniciens confirme avoir été payé pour supprimer définitivement les données. Le 24 octobre, le détective Les Zoiler interroge Eric Menendez dans la maison de Beverly Hills. Pendant l'entretien, Eric explique qu'il est en conflit avec Lyle à cause de ses dépenses incontrôlées. Il ajoute que son frère commence à ressembler de plus en plus à leur père. Malgré la tension, Les ne pousse pas davantage et quitte les lieux sans preuve concrète. Après la rencontre, Eric tente d'appeler Lyle à Princeton sans succès. Il contacte alors le psychothérapeute Jérôme Oziel. C'est à partir de ce moment que l'enquête prend un tournant décisif, grâce au témoignage de Craig Signarelli, un ami proche d'Eric. Le 17 novembre, Craig raconte aux détectives Les Zoiler et Tim Linehan qu'il a reçu la visite d'Eric 12 jours après le meurtre. Ce jour-là, Eric lui demande s'il aimerait savoir comment les crimes auraient pu se passer. Eric raconte que ce soir-là, lui et Lyle sont retournés au manoir pour récupérer une fausse pièce d'identité. Une fois le document en main, alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Lyle est apparu avec 2 fusils et a dit qu'il était temps de passer à l'action. D'après Craig, le plan était simple. Lyle devait tirer sur José et Eric s'occupait de Kitty. Les détails choquent les enquêteurs, surtout lorsque Craig précise qu'Eric a décrit leur entrée dans le salon où ils ont trouvé leur père. Lyle tire sur José qui tente de s'enfuir, mais meurt peu après. Eric avoue ne pas avoir réussi à tirer sur sa mère. Quand Kitty essaie de s'enfuir, Lyle ouvre le feu. Une fois Kitty à terre, Eric s'approche et tire 2 fois. Malgré la précision du récit, les enquêteurs s'inquiètent du ton employé par Eric, qui parle au conditionnel, en disant « Tu veux savoir comment ça aurait pu se passer ?» Cela ressemble à un aveu déguisé, présenté comme une hypothèse, et juridiquement inutilisable. Les Zoiler et Tim Linehan transmettent alors ces informations à Pam Ferrero, procureure adjointe du comté de Los Angeles. Pam juge le témoignage insuffisant pour porter plainte, mais suggère que Craig participe activement à l'enquête. Un avocat lui propose que Craig porte un micro et tente d'obtenir un aveu direct d'Eric, ce que Craig accepte. Le 29 novembre, Craig dînait avec Eric au restaurant de fruits de mer Gladstone Malibu à Los Angeles. Au cours de la conversation, Eric nia toute implication dans les meurtres et affirmait avoir inventé cette histoire. Pour les enquêteurs, la rencontre semblait un échec, mais le parquet interpréta cette réaction comme un signe que le récit initial pouvait être authentique. À partir de là, les autorités commencèrent à rechercher les fusils de chasse. Les Zoiler demanda au département de la justice une liste des magasins vendant ce type d'armes dans le comté de Los Angeles. Ils reçurent un document d'environ 80 pages. Face à la complexité de la tâche, les enquêteurs décidèrent de ne pas concentrer leurs efforts sur l'identification du magasin, convaincus que les frères n'avaient probablement pas acheté les armes sous leur véritable identité. Avec le temps qui passait, la frustration grandissait. L'équipe craignait que les frères dépensent librement l'héritage, sans jamais être inquiétés. Le tournant survint lorsqu'une femme de 37 ans, Jude Allen Smith, se présenta aux enquêteurs avec une révélation inattendue. Jude Allen avait une relation avec le psychothérapeute d'Eric, le docteur Jérôme Oziel. À un moment donné, Jérôme lui fit écouter un enregistrement réalisé lors d'une séance de thérapie avec les frères Menendez, datant de la fin du mois d'octobre 1989.
Selon Jude Allen, on entendait Lyle hurler sur Eric pour avoir tout avoué à Jérôme Oziel. Il menaçait même de tuer le thérapeute. En larmes, Eric répondait qu'il ne pouvait plus ôter la vie à qui que ce soit. Jude Allen affirma également avoir vu Lyle sortir du cabinet après avoir menacé Jérôme. Malgré cela, Oziel continua les séances, pensant pouvoir les aider à comprendre leurs actes. Elle ajouta que les fusils utilisés avaient été jetés dans un canyon près de Mulholland Drive. Les fouilles sur place n'ont rien donné et les armes n'ont jamais été retrouvées. Même sans les fusils, ces révélations ont permis aux enquêteurs d'obtenir un mandat de perquisition. Le 8 mars 1990, plus d'un an après les meurtres, Jérôme a été contraint de remettre 17 cassettes audio et 7 pages de notes. Sur place, le thérapeute a diffusé certains enregistrements, révélant aux policiers des aveux précis sur les meurtres et leurs motivations. Les bandes et les documents ont ensuite été placés sous scellé et transférés au tribunal de Santa Monica dans le comté de Los Angeles. Sur le plan juridique, la menace de mort de Lyle à l'encontre de Jérôme a suffi à lever le secret thérapeutique. Mais c'était désormais au juge de décider de la suite de la procédure contre les frères Menendez. Grâce au témoignage de Jude Allen, la police obtint un mandat de perquisition pour saisir les cassettes. Le 8 mars 1990, plus d'un an après les meurtres, Jérôme Oziel fut contraint de remettre 17 enregistrements et 7 pages de notes. Sur place, il fit écouter quelques extraits aux enquêteurs. On y entendait clairement des confessions, ainsi que les raisons qui avaient poussé les frères à tuer leurs parents. Les bandes et les notes furent placées sous scellé au tribunal de Santa Monica. Légalement, la menace de mort proférée par Lyle permettait de briser le secret médical. Mais les éléments devaient encore être évalués par un juge. En analysant les enregistrements, les motivations des frères devinrent plus claires. Selon leurs propos, ils avaient grandi dans un climat de peur constant, imposé par leurs parents et en particulier par José. Pour mieux comprendre, il fallait remonter à leur enfance. Lyle et Eric affirmaient avoir vécu sous un contrôle permanent. Alimentation, vêtements, temps libre, tout était surveillé. Ils n'avaient jamais été autorisés à être simplement des enfants. Eric suivait le même chemin, et tous deux rencontraient des difficultés scolaires. Les enseignants avaient remarqué que les devoirs faits à la maison étaient bien meilleurs que ceux réalisés en classe. On supposait que José et Kitty aidaient leurs fils à faire leurs devoirs, ce qui freinait l'autonomie de Lyle et Eric. Un autre fait intriguant, bien qu'ils aient presque 15 ans, ils jouaient encore avec des ours en peluche. José en revanche refusait d'admettre que ses enfants avaient des problèmes. Il croyait fermement en sa méthode d'éducation et avait pour habitude de les interroger pendant le dîner avec des questions précises. Avec le temps, ces questions étaient devenues de plus en plus complexes. Un jour, il leur avait demandé de choisir chacun un sport, en insistant pour qu'ils ne choisissent pas le même, afin d'éviter toute impression de dépendance entre eux. José redoutait que la coopération entre ses fils ne remette en cause sa manière de les éduquer. Malgré cela, Lyle et Eric avaient ignoré cette consigne et choisi tous les deux le tennis. En 1982, les premiers signes de comportement troublant avaient commencé à apparaître. Pendant l'été, leur cousine Diane Vandermolen était venue passer quelque temps chez les Menendez. Un soir, alors qu'ils faisaient semblant de se battre pour s'amuser, les garçons l'avaient soudainement attaqué, lui arrachant une partie de ses vêtements. Ils l'avaient ensuite attaché avant de lui enlever le reste. Terrifiée, Diane avait crié, ce qui avait immédiatement stoppé Lyle et Eric, visiblement déboussolés par ce qu'ils venaient de faire. Plus tard, Lyle agressa à nouveau Diane, cette fois alors qu'il regardait la télévision. Sans prévenir, il se jeta sur sa cousine et commença à lui toucher la poitrine. L'agression cessa uniquement lorsque Diane opposa une résistance physique. À la même époque, Lyle entamait une relation amoureuse avec Stacy Feldman, qui supervisait l'équipe de tennis masculine à l'école. Les enseignants voyaient cette relation d'un bon œil, estimant que le couple s'influençait mutuellement de manière positive. Durant leur relation, Lyle offrit à Stacy plusieurs cadeaux coûteux, dont des bijoux. Ils évoquèrent même l'idée du mariage et de vivre ensemble. Mais Stacy comprit qu'elle n'était pas prête pour une telle vie, et après son admission à l'université, elle décida de rompre. Lyle fut anéanti. Il tenta de la reconquérir en lui offrant un manteau de fourrure encore plus cher que ses cadeaux précédents. Mais Stacy refusa. Lyle chercha alors à se concentrer sur ses études, bien qu'il n'ait jamais aimé l'école. Son véritable rêve était d'ouvrir un restaurant sans passer par l'université. Mais José s'opposa catégoriquement à cette idée. Il rêvait que son fils intègre une université prestigieuse, une ambition qu'il n'avait pas pu réaliser lui-même et qu'il projetait sur Lyle. Malgré les efforts de José, Lyle n'avait pas le niveau requis pour une université d'élite. En 1986, il tenta tout de même sa chance et postula à Princeton,
mais sa candidature fut rejetée. Il s'inscrivit alors dans une université locale et soumit une nouvelle demande l'année suivante. Durant cette période, il rencontra Jamie Pisarcik, une serveuse. Ni José ni Kitty n'approuvaient cette relation. Ils voyaient Jamie comme une femme intéressée uniquement par l'argent de Lyle. Contre toute attente, Lyle fut accepté à Princeton à 19 ans. Presque au même moment, il demanda Jamie en fiançailles, ce qui exaspéra José. Déterminé à mettre fin à cette relation, José profita du fait que Jamie travaillait aussi comme monitrice de tennis. Lors d'un voyage d'affaires en Alabama, elle reçut une proposition de sponsoring européen, organisée par José lui-même, qui l'obligeait à déménager à l'étranger. Lyle décida de la suivre, négligeant ainsi ses études à Princeton. À son retour, il dut signer le code d'honneur de l'université, un engagement moral imposé à tous les étudiants. Mais il ne le prit pas au sérieux. Dès le premier semestre, il fut accusé de plagiat pour avoir copié un devoir de psychologie. José a tenté de faire annuler la décision de l'université, affirmant que la suspension était excessive, car Lyle n'avait plagié qu'un devoir mineur sans réelle importance. Le comité a rejeté sa demande et maintenu la décision. Face à l'exclusion, José a décidé d'emmener son fils travailler à la Live Entertainment. Lyle y était chargé de vérifier les rapports de dépenses et de proposer des moyens de réduire les coûts. Il a vite compris que les employés redoutaient José. Toute réunion avec lui nécessitait un rendez-vous, et les critiques étaient toujours publiques, jamais privées. Cette ambiance a renforcé le malaise de Lyle, qui se sentait écrasé par la réputation de son père dans l'entreprise. Mais ses collègues le décrivaient comme prétentieux, égocentrique et désagréable. Lors des journées chaudes, il ne se présentait pas au travail pour aller jouer au tennis sans prévenir. Après quelques mois, José a découvert des écarts de conduite et a fini par licencier son propre fils. À l'automne 1988, Lyle est retourné à Princeton. Il s'est vite énervé en apprenant qu'il aurait un colocataire. Avant, il avait eu droit à une chambre individuelle, bien que plus petite. Fortement mécontent, il a jeté les affaires de son camarade dehors. Encore une fois, José est intervenu. Il a écrit à l'université et obtenu une nouvelle chambre individuelle pour Lyle. Pendant ce temps, Lyle mit un terme à sa relation avec Jamie et il entama une nouvelle histoire au printemps 1989, cette fois avec Christy, une mannequin de 30 ans. La différence d'âge dérangeait profondément José et Kitty, qui désapprouvaient ouvertement cette relation. Peu après, Lyle annonça qu'il envisageait de quitter Princeton pour intégrer une autre université. José s'y opposa fermement. Pour lui, Princeton représentait un symbole de réussite familiale. Eric, de son côté, présentait un comportement encore plus instable. Une fois le lycée terminé, Kitty soupçonna qu'il était homosexuel et insista pour qu'il entame une relation avec une fille. Lorsqu'il se mit en couple, la situation dégénéra rapidement. Un jour, au cours d'une dispute, Eric enferma sa petite amie dans une pièce pendant plusieurs heures. Elle cria jusqu'à ce qu'on vienne la libérer. Elle déclara plus tard qu'Eric était l'homme le plus étrange qu'elle n'ait jamais rencontré. Prétentieux, impulsif et émotionnellement instable. Après Stacy, Eric eut une relation avec Janice, une jeune fille issue d'une famille aisée. Mais son lien le plus fort restait avec Craig Signorelli, un ancien camarade d'école qui allait devenir l'un des témoins clés du dossier Menendez. En examinant le passé des frères, les enquêteurs découvrirent qu'en juillet 1988, Lyle et Eric avaient cambriolé plusieurs maisons d'amis de la famille. En un an, ils avaient volé pour près de 100 000 $ en objets de valeur. L'affaire fut confiée au shérif du comté de Los Angeles. La connexion fut établie lorsqu'Eric fut arrêté pour une infraction au code de la route et qu'un objet volé fut retrouvé dans sa voiture. José, furieux, engagea un avocat réputé, Gérald Chaleff. La stratégie adoptée fut simple. Eric prendrait l'entière responsabilité pour épargner Lyle. Il fut donc condamné à effectuer des travaux d'intérêt général. Les deux frères furent aussi contraints de suivre une thérapie. Peu après, la famille qui vivait alors à Calabasas accepta un poste pour José à Beverly Hills, où elle s'installa peu avant les meurtres. Le 8 mars 1990, le conseil d'administration de Live Entertainment fut informé par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats que Lyle et Eric allaient bientôt être arrêtés par la police de Beverly Hills. Tout le monde était au courant, sauf les deux frères. Les autorités prévoyaient de les arrêter ensemble, mais Eric se trouvait alors en Israël pour un tournoi de tennis. La police décida donc de se concentrer sur Lyle, qui vivait toujours dans le manoir familial. Les agents exclurent toute intervention armée, car la mère de José, Maria Menendez, se trouvait également dans la maison et risquait d'être prise comme otage. Ils choisirent donc de surveiller discrètement les environs, en attendant que Lyle sorte de lui-même. En début d'après-midi,
Lyle quitta la propriété avec 2 amis pour déjeuner au Cheesecake Factory. Au volant d'une Jeep, il percuta délibérément une voiture bleue garée dans la rue. En reculant, il heurta une camionnette de police banalisée qui bloquait discrètement l'accès. Les 3 passagers furent aussitôt menottés et conduits au commissariat de West Hollywood. Lyle a été inculpé du meurtre de ses parents et transféré à la prison pour hommes du comté de Los Angeles située en centre-ville. En apprenant l'arrestation de son frère, Eric l'a appelé un oncle qui lui a conseillé de se rendre. Les autorités redoutaient une tentative de fuite, mais la famille a assuré qu'Eric était trop dépendant émotionnellement de Lyle pour agir seul. Le 11 mars, les enquêteurs Les Zoyler et Tim Linehan l'ont personnellement attendu à l'aéroport international de Los Angeles pour procéder à son arrestation. Lors d'une conférence de presse, le procureur Ira Reiner a déclaré que le mobile du crime était la cupidité. Il a ajouté que s'ils étaient reconnus coupables, les frères risquaient la peine de mort dans la chambre à gaz de la prison de Saint-Quentin. L'affaire, devenue l'une des plus marquantes de la fin des années 1980, a choqué l'opinion publique par le contraste entre la brutalité des meurtres et le train de vie de la famille. Lyle et Eric avaient tout à leur disposition, mais pour des raisons encore floues, rien ne semblait leur suffire, jusqu'à ce que tout cela mène à l'assassinat de leurs parents et à leur propre perte de liberté. Même si l'arrestation des frères Menendez avait surpris le public, la police de Beverly Hills ne disposait pas encore de preuves solides contre eux. Face à la pression, Les Zoyler et Tim Linehan ont redoublé d'efforts pour trouver des éléments concrets, notamment sur l'origine des fusils. Le témoignage de Jude Allen Smith, affirmant que les armes avaient été jetées dans un canyon près de Mulholland Drive, orienta l'enquête vers San Diego. Les recherches ont commencé par une longue liste de magasins d'armes. Le premier suspect était une petite boutique près de l'autoroute entre Los Angeles et San Diego, mais elle ne donna rien. Zoyler tenta ensuite les magasins de quartier, encore une fois sans succès. La nouvelle stratégie fut alors de cibler les enseignes offrant des promotions. C'est ainsi qu'ils sont arrivés au magasin Big Five sur Convoy Street. Là, ils ont trouvé des registres de vente de 2 fusils Mossberg calibre 12, chacun vendu à 199,95 $. L'achat datait du 18 août 1989 et avait été effectué sous le nom de Donovan J. Goodrow, qui possédait une adresse à San Diego. L'adresse était fausse, mais le numéro de permis indiqué sur le formulaire appartenait bien à Donovan. Localisé par les enquêteurs, Donovan a prouvé qu'il se trouvait à New York le jour de l'achat, où il gérait un restaurant. En découvrant le document, il a déclaré ne pas reconnaître la signature et a révélé avoir perdu son permis de conduire. À partir de là, le parquet a ordonné une expertise graphologique pour comparer l'écriture de Lyle et Eric à celle figurant sur le formulaire. Eric a refusé, mais Lyle lui a accepté. Les enquêteurs ont ensuite découvert que Lyle et Donovan avaient brièvement étudié ensemble à l'université, ce qui rendait plausible le vol du permis. Alors que l'enquête continuait, la famille a engagé l'une des avocates les plus redoutées, Leslie Abramson. De petite taille mais à la langue bien pendue, Leslie était connue pour son ton tranchant et sa combativité. À l'époque, sa réputation était telle que certains juges redoutaient de la voir entrer dans leur salle d'audience. En acceptant de défendre Lyle et Eric, le 26 mars 1990, s'est tenue la première audience au tribunal municipal de Beverly Hills. Lyle et Eric Menendez ont fait face à la juge Judith Stein. En acceptant de représenter Lyle et Eric, Leslie Abramson m'a apporté une solide expérience. Elle avait traité 14 affaires de meurtre de haut niveau et un seul de ses clients avait été condamné à mort. Aussi controversée que soit l'affaire Menendez, Leslie s'était fixé un objectif clair, éviter la peine capitale à ses clients. Le 26 mars 1990, la première audience eut lieu au tribunal municipal de Beverly Hills. Lyle et Eric Menendez y comparurent devant la juge Judith Stein. À leur arrivée dans la salle d'audience, les 2 frères affichèrent un air détendu et souriant. Ils saluèrent les proches comme s'il s'agissait d'un événement mondain. La juge Judith ne fut pas dupe. Elle nota immédiatement leur attitude désinvolte. À un moment, elle leur demanda de se lever et de la regarder dans les yeux. Les 2 frères échangèrent un regard et réprimèrent un sourire. Dans les mois qui suivirent, bien avant l'ouverture officielle du procès, la justice examina la validité juridique des enregistrements réalisés par le psychothérapeute Jérôme Oziel. Le juge, James Albrecht, autorisa la transmission de 3 bandes au ministère public. Sur l'une d'elles, enregistrée le 11 novembre 1989, on entendait les frères évoquer ouvertement les détails du crime. Un élément qui allait devenir central pour l'accusation. Ce n'est qu'en juin 1992 que la Cour suprême de Californie a interdit la diffusion de l'enregistrement principal.
À ce moment-là, Lyle et Eric étaient déjà détenus depuis 3 ans dans la prison du comté de Los Angeles, en attente de leur procès. En décembre de la même année, le grand jury du comté a formellement inculpé les 2 frères pour homicide. Le premier procès a été fixé à juillet 1993, devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, sous la présidence du juge Stanley Weisberg. Dès l'ouverture, l'avocate Leslie Abrahamson a exposé sa ligne de défense. Les véritables responsables étaient les victimes elles-mêmes, José et Kitty. Selon elle, Lyle et Eric avaient vécu durant des années dans un climat de peur, marqué par des abus psychologiques et physiques, en grande partie infligés par José. La défense a présenté les frères comme des garçons issus d'un milieu aisé, sportif et gâté, mais brisés intérieurement par la violence domestique. Cette stratégie a surpris l'accusation, car jusqu'alors, les frères n'avaient jamais évoqué de mauvais traitements. Leslie a avancé ses accusations d'abus sans fournir ni examens médicaux ni photos à l'appui. Malgré cela, le parquet a compris qu'il s'agissait d'une stratégie pour créer un récit émotionnel. Cela s'est confirmé dès le premier jour du procès. Lyle et Eric sont arrivés habillés comme des adolescents, en pull enfantin, chemise de sport et pantalon kaki. Comme s'ils avaient 12 et 15 ans, et non 22 et 25. La défense voulait faire croire au jury que les frères étaient réellement émotionnellement immatures. Tout au long du procès, Leslie a renforcé cette image en les traitant comme des enfants. Elle les aidait à ajuster leurs vêtements, posait une main sur leurs épaules, comme une mère protectrice. Le message était clair. Elle ne défendait pas des meurtriers, mais 2 garçons perdus et incompris. Le ministère public a été irrité par cette mise en scène, mais misait sur l'accumulation de preuves solides. La procureure Pam Bozanic a ouvert les débats en décrivant la cruauté du double meurtre. Selon elle, José et Kitty étaient paisiblement installés dans la maison lorsque leurs fils sont entrés et les ont exécutés à bout portant. Pam a insisté sur le fait que Lyle et Eric étaient des menteurs aguerris, prêts à tout pour éviter la prison. Selon le ministère public, cela allait jusqu'à inventer une histoire d'abus sexuels pour échapper à la peine capitale. Pam a également souligné les dépenses excessives des frères après le crime. Ils achetaient des objets coûteux et superficiels sans montrer le moindre remords. La défense de son côté insistait sur l'importance de comprendre les raisons derrière les meurtres. Selon elle, tout aurait commencé quand Eric a confié à Lyle qu'il avait été victime d'abus sexuels de la part de José pendant 12 ans. Sous le choc, Lyle aurait confronté son père et exigé que les abus cessent. Mais José aurait répliqué qu'il faisait ce qu'il voulait et qu'il ne se laisserait pas menacer. Peu après, les 2 frères seraient partis à San Diego pour acheter 2 fusils à l'aide du permis de conduire de Donovan Goodrow. Quant au silence initial d'Eric, la défense a expliqué qu'il était rongé par la honte, mais qu'il avait fini par parler à certains membres de la famille. Le parquet n'y croyait pas, jugeant la révélation trop commode. Pour l'accusation, les frères avaient préparé ce récit et l'avaient partagé à l'avance avec des proches, dans l'unique but de les utiliser ensuite comme témoins favorables. Lors de la première phase du procès, l'accusation a fait comparaître 26 témoins, allant du garde du corps de Lyle jusqu'au vendeur du magasin Big Five qui avait vendu les fusils à Eric. Même les témoignages mineurs servaient à construire un tableau global, celui de 2 jeunes manipulateurs et menteurs chroniques. Dès les premières audiences, l'enregistrement de Lyle au 911 a été présenté. Selon Pam Bozanic, cette conversation montrait à quel point Lyle savait jouer la comédie. L'enquêteur Lace Zoiler a également été entendu. Il a raconté que quelques heures après les meurtres, les frères étaient revenus à la maison et avaient demandé aux policiers s'ils pouvaient récupérer leur raquette de tennis. Un comportement que l'accusation a jugé glacial, presque provocateur. Les agents avaient refusé l'accès, car les corps de José et Kitty étaient encore en cours d'examen par le médecin légiste. Un expert en armes a ensuite expliqué le fonctionnement du fusil Mossberg calibre 12. Il a précisé qu'entre chaque tir, il fallait non seulement appuyer sur la gâchette, mais aussi effectuer 2 gestes manuels, ce qui demandait de la concentration et une certaine maîtrise. Pour le parquet, cela prouvait que le crime avait été prémédité, et non commis dans un moment de panique. Enfin, le témoignage du psychothérapeute Jérôme Oziel a marqué les esprits. Il a déclaré que Lyle et Eric voulaient tuer leurs parents parce qu'ils se sentaient écrasés par l'autorité de José. Kitty, selon lui, avait été tuée uniquement pour ne laisser aucun témoin. Le ministère public voulait que le docteur Oziel qualifie les frères de sociopathes, mais la défense obtint l'interdiction de ce terme, jugé trop subjectif et potentiellement préjudiciable. De son côté, Leslie Abrahamson fonda sa plaidoirie sur la notion de danger imminent. En Californie, cette défense pouvait mener à un acquittement ou à une réduction de peine si les accusés prouvaient qu'ils avaient réellement cru leur vie en danger.
et que cette peur était raisonnable dans le contexte. Lorsque ce fut au tour d'Eric de témoigner, il déclara qu'il pensait que ses parents allaient le tuer pour étouffer l'affaire. Il affirmait aussi que Kitty exerçait sur lui un contrôle émotionnel total, allant jusqu'à toujours savoir où il se trouvait, ce qu'il faisait et avec qui. Ses propos furent perçus comme enfantins, ce qui paradoxalement jouait en faveur de la défense qui voulait souligner l'immaturité émotionnelle des frères. Eric racontait également les abus sexuels subis dans son enfance. Dans un passage particulièrement troublant, il expliqua qu'il avait mis de la cannelle dans le café de son père après avoir entendu que cela altérait le goût du sperme. Après plusieurs semaines de débats, le jury se retira pour délibérer. Le 13 janvier 1994, après 16 jours de discussion, il annonça qu'aucun consensus n'était possible. Le procès fut donc déclaré nul. Fin janvier, le jury a confirmé ne pas pouvoir trancher entre deux visions opposées. Les frères Menendez étaient-ils des meurtriers ou les victimes d'années d'abus? Le juge a alors déclaré la nullité du procès. En août 1994, une nouvelle procédure a été engagée. Cette fois, le ministère public est arrivé mieux préparé, avançant que Lyle et Eric avaient exécuté leurs parents, allant jusqu'à leur tirer dans les jambes pour imiter une exécution du type mafieux. L'expert Roger McCarthy de la société Failure Analysis Associates a reconstitué les meurtres, coup par coup, à l'aide d'une animation numérique présentée au jury. Voilà comment la scène a été décrite par l'accusation. Les frères sont rentrés par la porte du bureau et ont traversé la maison jusqu'au salon situé à l'arrière, et éclairé uniquement par la lumière de la télévision. José dormait sur le canapé beige, assis à l'extrémité près du couloir. Ses jambes étaient allongées, les pieds posés sur la table basse, juste à côté de deux assiettes contenant des restes de fruits rouges et de glace. Kitty était allongée sous une couverture, la tête posée sur les genoux de José. L'un des frères a pointé le fusil sur le couple et a tiré. 2 balles ont atteint José. L'une a brisé une vitre et a éclaté le bois des porte-fenêtres situés derrière le canapé. Un projectile a atteint le coude gauche de José. Un autre son bras droit, puis un nouveau tir s'est fait entendre. Ses coups l'ont totalement immobilisé. L'un des frères s'est alors dirigé vers l'arrière du canapé, a appuyé le canon du fusil contre la nuque de leur père et a tiré. Le tir a pulvérisé l'arrière de son crâne. José s'est retrouvé penché vers la droite, mort sur le canapé. Ses mains reposaient sur son ventre et ses pieds touchaient encore le sol. Au bruit du premier tir, Kitty s'est réveillée couverte de sang et de fragments de chair. Paniquée, elle a tenté de fuir, mais a à peine eu le temps de faire quelques pas avant d'être touchée à la jambe droite puis au bras droit. Elle est tombée entre le canapé et la table basse. Elle a essayé de se relever, mais a glissé dans son propre sang et a vacillé quelques secondes, le temps que le sang ruisselle le long de sa jambe. Alors qu'elle tentait encore de s'échapper, un nouveau tir l'a projetée au sol. Une fois à terre, elle a été atteinte de plusieurs balles. Un tir à bout portant dans la cuisse gauche a fracturé l'os, sous l'effet combiné du plomb et du papier qui entourait la munition. D'autres projectiles ont touché son bras droit et sa poitrine, perforant le poumon gauche. Plus d'1 litre de sang s'est accumulé dans sa cage thoracique. Malgré tout, Kitty respirait encore et essayait de ramper, sans parvenir à bouger. À ce stade, les frères Menendez n'avaient plus de munitions. Ils ont hésité, et ils se sont sans doute demandé si Kitty pourrait encore les identifier. Ils ont jugé que c'était trop risqué. Les frères ont alors couru jusqu'à la voiture, récupéré davantage de munitions et rechargé les fusils, cette fois avec du gros plomb plus puissant que les précédents. Seul l'un des 2 frères est retourné dans le salon où Kitty agonisait. Il s'est penché au-dessus de la table basse, a collé le canon contre la joue gauche de sa mère et a tiré. Kitty a été touchée 10 fois. 4 tirs à la tête ont complètement détruit son crâne. Après cela, les frères se sont tirés dans les genoux et ont ramassé soigneusement les douilles éparpillées sur le sol ensanglanté. Voici la scène glaçante décrite par les autorités. Le 16 février, le juge a statué qu'aucun élément ne prouvait que Lyle et Eric se trouvaient en situation de danger immédiat au moment des meurtres. Cette décision a permis au jury de se prononcer. Les 2 frères ont été reconnus coupables de meurtre au 1er degré avec préméditation, ainsi que de conspiration. Le jury a également retenu 2 circonstances aggravantes: l'embuscade et le double homicide. Face aux circonstances aggravantes, 2 options restaient possibles: la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou la peine de mort. Le 17 avril 1996, après 3 jours de délibération, le jury a opté pour la prison à perpétuité sans libération conditionnelle. La décision a été motivée par l'absence de casier judiciaire et de traces de violences passées chez Lyle et Eric. Ils ont été envoyés à la prison d'État de North Kerm à Delano pour y subir des évaluations.
La justice devait déterminer s'ils purgeraient leur peine ensemble ou séparément. Le 10 septembre 1996, le département des services correctionnels de Californie a tranché. Les deux frères seraient séparés. Lyle a été transféré à l'établissement correctionnel de Californie, tandis qu'Eric a été envoyé dans une prison près de Sacramento. Tous deux ont été classés comme détenus à haut risque et placés à l'isolement. L'avocate Leslie Abramson a dénoncé cette séparation, qu'elle a qualifiée de cruelle et inutilement punitive. En 1999, elle a déposé plusieurs demandes d'habeas corpus, toutes rejetées par la Cour suprême de Californie. Elle a ensuite saisi le tribunal fédéral, qui a refusé le recours en 2003. En 2005, la Cour d'appel a confirmé cette décision, et pendant les premières années d'incarcération, Lyle passait beaucoup de temps au téléphone. Il échangeait régulièrement avec le gérant de son ancien restaurant, ce qui a suscité des plaintes d'autres détenus à cause de la longueur des appels. Eric, de son côté, a été surpris dans une situation intime avec un autre prisonnier, mais l'incident n'a pas eu de suite. Le 4 avril 2018, à la surprise générale, Lyle a été transféré dans la même unité qu'Eric. Après 22 ans, les deux frères se sont enfin retrouvés. Dans le même temps, leurs nouveaux avocats, les maîtres Geragos et Gardner, ont déposé un nouveau recours en habeas corpus. Cette fois en présentant de nouveaux éléments. Parmi eux, une lettre écrite par Eric quelques mois avant les meurtres, adressée à son cousin Andy Cano. Dans ce courrier, il exprimait son aversion pour son père, évoquait les abus et critiquait la prise de poids de José qui rendait tout encore plus oppressant. Les avocats ont également intégré le témoignage de Roy Rossellio, qui a déclaré avoir été sexuellement agressé par José Menendez. Le nouveau recours ayant été accepté, le procureur actuel du comté de Los Angeles, George Gascon, a recommandé une nouvelle peine pour les frères, ce qui pourrait les rendre éligibles à une liberté conditionnelle. La nouvelle a largement circulé sur les réseaux sociaux, surtout après un commentaire de Kim Kardashian sur Instagram, saluant cette nouvelle chance accordée aux frères Menendez. Kim Kardashian est connue pour son engagement dans les questions de justice pénale aux États-Unis, en particulier dans les cas liés aux abus et aux injustices. Elle estime qu'à l'époque du procès, les conséquences psychologiques des abus subis par les deux frères aux mains de José Menendez n'ont pas été pris en compte comme elles l'auraient dû. Aujourd'hui, Lyle Menendez a 57 ans et il a passé 35 années derrière les barreaux. Eric, quant à lui, a 54 ans. La réaction du public face à cette nouvelle est restée globalement neutre. La majorité attend simplement de voir comment la situation évoluera. Une réserve largement influencée par la manière dont la société américaine a accueilli l'affaire. La famille Menendez garde espoir et considère qu'il n'y a plus de raison de les maintenir en détention. Mais au final, seule la justice tranchera.